Si tu t'intéresses à la bourse ou à l'investissement sur les marchés financiers, tu as forcément déjà eu l'occasion de tomber sur des vidéos sur Internet et sur YouTube de personnes qui t'expliquent comment surperformer par exemple le S&P 500, comment surperformer le MSCI World ou comment surperformer le marché de manière générale. Et ça me pose un peu problème parce que souvent c'est des personnes qui vont pas être vraiment sincères dans leur approche, alors que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Mais tu vas voir que dans cette vidéo, je vais te présenter des éléments concrets, factuels et pragmatiques pour te montrer que la meilleure approche quand tu es un investisseur particulier, c'est vraiment de faire de la gestion indicielle, d'investir dans un panier d'actions, dans un panier d'actifs sur le long terme, de ne pas forcément prétendre ou essayer de rechercher à surperformer le marché, parce que tu te rendras compte que la majorité des gens qui se disent surperformer le marché, c'est souvent des personnes qui ne sont pas capables en fait d'avoir des véritables données, et c'est pas parce que ça fait 2 ans par exemple que le Nasdaq ou que le S&P 500 fait du 10% annualisé et que toi tu vas faire par exemple du 12% annualisé sur 5 ans que forcément tu vas surperformer. Déjà il va falloir regarder par rapport au profil de risque que tu vas prendre, par rapport à la volatilité, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et en plus de ça, ce qu'ils vont pas te dire, c'est qu'ils vont parler par exemple en rendement brut, ils vont pas parler du rendement net après impôt, etc., après l'inflation et tout. Tu vois, il y a plein de choses à prendre en compte. Et pareil, c'est toujours à mettre en lien par rapport au risque que tu vas prendre en t'exposant à certaines classes d'actifs. Et c'est pas parce que tu vas surperformer par exemple en investissant sur quelques entreprises, je sais pas, par exemple on va dire Microsoft, Apple ou ce que tu veux, et admettons que le S&P 500 sur 5 ans fait du 10% annualisé et que toi tu as fait du 12%, que forcément c'est représentatif d'un investissement vraiment sur le long terme. Tu vois, tu peux surperformer pendant 5 ans, mais ça ne veut pas forcément dire que sur 30 années, tu aurais surperformé et qu'en plus de ça, sur les 30 ou 50 prochaines années, tu continueras de surperformer. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut arriver à prendre du recul. Et moi, dans cette vidéo, je vais pas cracher sur qui que ce soit, je m'en fous, mais l'objectif, ce sera de t'éduquer sur le sujet pour te permettre de faire attention à ce que tu peux voir et ce que tu peux lire sur Internet. Parce que quand tu tombes sur quelqu'un qui va t'expliquer qu'en effet, il y a la possibilité de surperformer le marché en investissant dans des entreprises à dividendes, etc., ça ne veut pas dire que c'est du bullshit. Il y a des personnes qui arrivent à le faire, mais c'est une extrême minorité et souvent c'est des personnes qui pour elles-mêmes ne sont même pas capables de donner des éléments factuels ou d'utiliser les bonnes méthodes de calcul pour comparer finalement ce qui est comparable. Pour rentrer directement dans le vif du sujet, il y a une étude que je te présente depuis maintenant un certain temps sur cette chaîne YouTube qui s'appelle l'étude Spiva, tu pourras la retrouver sur internet, elle est en libre accès, et qui démontre que l'écrasante majorité des professionnels et des gestionnaires de fonds ne sont pas capables de faire mieux qu'une simple gestion indicielle sur une période supérieure à 20 ans. Tu peux en avoir certains d'entre eux qui peuvent surperformer à un moment donné, mais pour la grosse majorité de ces professionnels qui ont fait des études, qui dépensent des centaines de millions, voire des milliards chaque année dans des analystes, dans des modèles prédictifs d'intelligence artificielle, même eux ne sont pas capables de faire mieux qu'une simple gestion indicielle pour battre par exemple le S&P 500. Donc tu imagines bien que pour un particulier, ça sera encore plus compliqué. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est vraiment l'étude Spiva qui fait des remontées statistiques d'année en année pour voir finalement les performances des gestionnaires de fonds. Et franchement, c'est pas reluisant. Il y en a beaucoup qui me disent oui, mais finalement, si les professionnels aujourd'hui ne sont pas capables de faire mieux qu'une simple gestion indicielle, c'est peut-être déjà parce qu'ils ne sont pas tous ultra bons, c'est une réalité, mais surtout parce qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes réglementaires, juridiques, etc. etc. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que quand tu es un professionnel de la finance, quand tu vas gérer plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards, il est évident que tu ne vas pas investir et tu ne vas pas gérer le portefeuille de la même manière qu'un investisseur particulier qui va avoir plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers d'euros à investir. C'est tout à fait normal. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas les mêmes prérogatives, il n'y a pas les mêmes contraintes, et c'est pour ça qu'il y a certains particuliers qui se disent bah ok, vu qu'ils n'ont pas la même réglementation et qu'ils ne peuvent pas investir dans tout ce que moi je peux aujourd'hui avoir accès en tant que particulier, bah ça peut me permettre d'avoir un edge, d'avoir un alpha et d'avoir la possibilité de faire mieux finalement que ces professionnels de la finance. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui tu peux retrouver, je te donnais le cas de l'étude Spiva, mais il y a plein d'autres études aujourd'hui qui démontrent que les investisseurs particuliers, pour la grosse majorité d'entre eux, font partie de ceux qui ont les résultats les plus faibles parce qu'ils ont aussi une mauvaise démarche d'investissement. Ils vont essayer de se dire bah, je vais essayer de timer le marché, je vais essayer de trouver là où les meilleurs moments pour pouvoir rentrer ou sortir du marché, je vais essayer de trouver là où les meilleures entreprises qui vont surperformer le marché, et en général ça se passe pas correctement, et sur le long terme c'est plutôt des personnes
personnes qui vont avoir tendance à sous-performer. Et c'est pas parce que tu peux par exemple avoir, c'est ce que je t'ai dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo, hein, c'est pas parce que tu vas avoir par exemple un ETF S&P 500 qui va faire du 10% annualisé que toi, si tu détiens juste l'action Microsoft qui va faire plus 25% sur une année, que ça veut dire que tu surperformes le marché. C'est pas le même profil de risque, c'est pas la même allocation d'actifs, et en plus de ça, on va parler de rendement brut, pas forcément de rendement net, et en plus de ça, c'est sur une année, tu vois, c'est pas représentatif. C'est pas parce que sur un an, tu vas, entre guillemets, surperformer un indice que ça sera le cas tout le temps. Pour moi, pour avoir un panel représentatif d'une surperformance, il faut le regarder sur des dizaines et des dizaines d'années. Attention aussi à ne pas comparer les performances d'une gestion indicielle avec un ETF classique type S&P 500 en le comparant avec un ETF avec un effet de levier, par exemple. Tu vois, tu as des gens qui me disent, bah si, moi j'ai investi sur un ETF à effet de levier, le S&P 500 il a fait 10%, sur une année, moi j'ai fait 15% avec un effet de levier x2. Bah non, tu n'as pas surperformé parce que si tu prenais le S&P 500 avec un effet de levier x2, tu serais normalement à 20%. Là, tu es à 15%, donc tu as même sous-performé. En fait, attention à la manière dont on va voir les informations et puis toujours à le mettre en lien avec le profil de risque et à quoi on s'expose en investissant sur une classe d'actifs ou sur un véhicule d'investissement particulier. Attention aussi, quand tu compares tes performances, de bien comparer tes performances nettes de frais. Attention, net de frais et en prenant en compte l'inflation et l'imposition. Ça aussi, souvent, on ne va pas te le dire. On va te parler de rendement brut, on ne va pas retrancher l'inflation, on ne va pas retrancher la fiscalité, on ne va pas parler de rendement net de frais. Donc voilà, il faut faire vraiment attention à ça. Par contre, c'est vrai que, par exemple, ceux qui décident d'investir dans des entreprises à dividendes en faisant du stock picking et qui décident de s'exposer plutôt sur des entreprises qualitatives, un peu comme ce que fait Warren Buffett. Hein. Warren Buffett, c'est ce qu'il a fait pendant des années et c'est ce qui lui a permis de surperformer le marché et de beaucoup, hein, sur des dizaines et des dizaines d'années avec son fonds Berkshire Hathaway qu'il avait monté à l'époque avec Charlie Munger qui nous a quittés à 99 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Et souvent, eux, ils vont plutôt investir, si tu veux, dans des entreprises de type value. Donc en fait, ce n'est pas des boîtes dans la tech qui vont faire des super performances, qui vont aller chercher énormément de parts de marché. Mais souvent, quand on investit dans des boîtes à dividendes en faisant du stock picking ou même en sélectionnant des entreprises de type value ou en utilisant la gestion indicielle avec des ETF Smart Beta qui vont se focaliser sur le critère value, c'est en général des entreprises qui fonctionnent très très bien parce que quand tu investis dans des entreprises à dividendes, donc c'est des entreprises qui sont là depuis un certain temps, ça ne va pas être des boîtes qui vont chercher des performances remarquables, mais qui vont à la fois faire en sorte d'avoir une croissance en capital avec une action qui va augmenter son cours d'année en année. Hein. Tu peux regarder le cours de l'action Coca-Cola, Johnson & Johnson et des boîtes qui font partie des dividendes aristocrates. C'est-à-dire qu'à la fois tu vas gagner avec la croissance en capital, mais en plus de ça, tu vas gagner avec l'augmentation du dividende d'année en année parce que c'est des boîtes qui vont augmenter leur part de dividendes qui vont être versées aux actionnaires d'année en année. Donc l'idée c'est de gagner des deux côtés et il y a des approches qui fonctionnent très très bien, mais attention, voilà, le stock picking c'est aujourd'hui le critère en fait qui fait défaut à énormément de personnes parce que on a aussi le biais de surconfiance. On a l'impression que nous on va être capable d'analyser les entreprises meilleures que les autres, qu'on va avoir un edge, donc on va avoir un avantage compétitif par rapport aux autres, mais au final on se rend compte que sur le très long terme c'est pas le cas. Par contre, il y a des vraies études académiques qui démontrent que le critère value, le critère smart beta value, comme le critère quality, le critère small cap, etc., c'est vraiment des critères qui ont tendance à surperformer d'autres indicateurs sur le long terme. Et il y a des raisons spécifiques à ça. J'ai fait plein de vidéos sur cette chaîne YouTube pour t'évoquer tout ça. Donc attention, surperformer le marché sur 15 ans avec une stratégie ne veut pas forcément dire que ce sera le cas sur 50 ans et que ce sera le cas également aussi sur les 30 prochaines années. Voilà, c'est toujours une question d'horizon d'investissement et de perspective, encore une fois. Il y a plusieurs méthodes qui peuvent te permettre de vraiment analyser de manière pragmatique et de manière spécifique la surperformance d'un portefeuille par rapport à d'autres. Il y a deux études, enfin il y a deux manières de pouvoir le faire. Il y a notamment la première méthode qui s'appelle le Time Weighted Return et le second qui s'appelle le Money Weighted Return. Je te mettrai les liens dans la barre d'infos si tu veux y jeter un coup d'œil pour voir un petit peu comment ça marche, comment ça fonctionne. Mais c'est les deux approches scientifiques qui te permettent de
vraiment comparer deux portefeuilles les uns par rapport aux autres et de vraiment de dire de manière factuelle, en effet, j'ai surperformé le marché et de telle manière. Voilà. Sinon, il n'y a pas d'autre manière de le dire et c'est pas parce que tu as fait du 30% pendant 10 ans, je te le répète, hein, et que le marché a fait 10%, que toi, tu as forcément surperformé. Oui, tu peux surperformer à un moment donné, il faut bien regarder le net d'inflation, il faut bien retrancher la fiscalité, il faut bien comparer ce qui est comparable et surtout, toujours pareil, par rapport à ton facteur de risque. Il y a plusieurs études aujourd'hui qui démontrent, et je t'en mettrai d'autres aussi dans la barre d'infos, qui démontrent aujourd'hui les raisons pour lesquelles les particuliers ont tendance à sous-performer le marché malgré le fait qu'ils pensent pouvoir surperformer. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que souvent, ils ne vont pas faire attention aux frais, ils vont avoir un manque de diversification, ils vont avoir des biais cognitifs et émotionnels super importants, notamment le biais de confirmation que je t'ai évoqué tout à l'heure. Ils vont avoir une sous-optimisation fiscale qui peut aussi éroder énormément la rentabilité de leur portefeuille. C'est souvent des personnes qui vont être dans l'incapacité de s'améliorer et de calculer même leur rendement réel de leur portefeuille, parce que souvent, c'est des gens qui ne sont pas suffisamment formés, qui vont avoir tendance à vendre les titres gagnants et conserver les titres perdants parce que en crypto, c'est très connu, mais tu sais, on te dit pas vendu, pas perdu, Diamond End, et en général, tu te retrouves avec un portefeuille qui va dans les abysses parce que tu n'as pas été capable de couper tes pertes et de renforcer peut-être tes titres gagnants. Tu sais, on dit couper ses pertes et laisser courir ses gains. En général, les investisseurs particuliers font l'inverse. En plus de ça, ils vont être souvent à la recherche de gains rapides et puis ils investissent souvent sur le court terme, ils font du trading et on sait que ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas très très bien. Donc vraiment, attention, sois vigilant à ce que tu vas retrouver sur Internet. Fais attention à des gens qui vont te dire j'ai trouvé le prochain Bitcoin, j'ai trouvé le prochain Ethereum, j'ai trouvé le prochain Facebook, le prochain Google. Voilà, la plupart du temps, ils ont trouvé le prochain moyen de perdre de l'argent et de sous-performer le marché. Voilà, donc vraiment sois vigilant et toutes les infos que je te donne, je te mettrai tous les liens et toutes les sources dans la description, tu pourras aller plus loin si ça t'intéresse. Mais globalement, voilà, les particuliers ont tendance à sous-performer le marché. Là, je te mets un graphique. En moyenne, tu vois, le S&P 500 entre 2002 et 2021, c'est un indice qui a fait du 9,5%. Alors que tu vois, l'investisseur moyen sur cette même période a fait en moyenne du 3,6% pour les raisons que je t'ai évoquées tout à l'heure. C'est pour ça que la meilleure manière pour obtenir des résultats qui soient intéressants, même si en effet tu veux peut-être essayer d'optimiser, c'est la gestion indicielle. Si tu veux faire du stock picking, éventuellement fais-le, mais également aussi confiance des problématiques que ça peut engendrer et également aussi de ton incapacité, même si tu penses pouvoir faire mieux que le marché, de te dire ok, je ne suis pas spécial. Tu vois, je pense que il y a beaucoup de gens qui ont ce biais de surconfiance de se dire non mais moi j'ai fait des études en finance, moi je suis meilleur que le marché, moi je serais capable de faire ci, de faire ça. Et la réalité c'est que voilà, on se rend compte que la plupart des gens ne sont pas capables de le faire. Donc pourquoi toi tu serais différent? Pourquoi toi tu arriverais à faire ce que beaucoup de gens ne sont pas capables de faire? Et je pense qu'il y a des gens qui arrivent à le faire. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, toujours pareil. Mais moi tu vois, je suis parti du principe que je ne suis pas quelqu'un de spécial, je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire et que je pense que si la moyenne des gens font tout un tas d'erreurs ou font un certain type de performance, moi je ferai partie de la moyenne. Sur le très long terme, ça ne veut pas dire que sur le court terme tu ne peux pas obtenir des belles performances, mais sur le long terme je pense qu'on fera tous partie à peu près de la moyenne et aujourd'hui le meilleur ratio rendement-risque, c'est vraiment la gestion indicielle et c'est pour ça que je t'ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de vidéos sur cette chaîne YouTube que tu retrouveras dans la playlist bourse pour te permettre d'utiliser pour le mieux les trackers et les ETF pour investir sur le long terme sur les marchés financiers. Parce que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si maintenant tu veux aller plus loin et que tu veux investir sur les marchés financiers en utilisant le vecteur des trackers et des ETF, je t'ai préparé un fichier PDF que tu peux télécharger simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo, dans lequel j'ai recensé les meilleurs ETF à la fois sur PEA, sur compte titre, les meilleurs ETF Smart Beta. J'ai fait plein de sections bonus avec vraiment pour objectif de te faire gagner du temps parce que des ETF et des trackers, il y en a vraiment énormément. Et je sais que quand on est débutant, c'est un point sur lequel ça nous demande énormément de temps, énormément d'énergie pour sélectionner les meilleures options qui se présentent à nous. Donc c'est un travail que j'ai déjà fait pour toi. Tu as simplement cliqué dans le lien que je t'aurais mis juste en dessous. Tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.